Comprendre la dépendance aux drogues. Une introduction. La dépendance aux drogues est une pathologie grave. Il est important de bien la comprendre. Considérez-la comme une maladie chronique qui affecte le cerveau. Cette maladie pousse une personne à rechercher et à consommer des drogues de manière compulsive. Elle le fait malgré la connaissance des conséquences néfastes. Ce n'est pas simplement un manque de volonté ou une défaillance morale. C'est une maladie complexe qui modifie fondamentalement le fonctionnement du cerveau, rendant incroyablement difficile pour quelqu'un d'arrêter de consommer des drogues par ses propres moyens. Beaucoup de personnes luttent contre cela, et il est essentiel d'aborder le sujet avec compassion et compréhension, sans jugement. Le parcours vers la dépendance est rarement un choix conscient de devenir dépendant. Au lieu de cela, il commence souvent par un usage expérimental, peut-être par curiosité ou sous la pression sociale. Pour certains, cela peut être une tentative de faire face au stress, à l'anxiété ou à une douleur sous-jacente. Avec le temps, une consommation répétée peut altérer la chimie du cerveau. Cela conduit à un état où la drogue devient nécessaire pour que la personne se sente normale. Cette transition d'un usage volontaire à un usage compulsif est une caractéristique de la dépendance. C'est un processus graduel, souvent insidieux, qui prend les individus et leurs familles au dépourvu à mesure que le problème s'aggrave. De nombreux facteurs différents peuvent d'ailleurs contribuer au développement d'une dépendance chez une personne. Il n'y a pas de cause unique applicable à tout le monde. C'est généralement une combinaison de prédispositions biologiques, de vulnérabilité psychologique et d'influences sociales ou environnementales. Par exemple, le patrimoine génétique d'une personne peut la rendre plus susceptible. De même, vivre un traumatisme ou dans un environnement où la consommation de drogue est répandue peut augmenter le risque. Comprendre cette nature multifactorielle est absolument crucial. Cela nous aide à développer des stratégies plus efficaces pour la prévention et le traitement complet, adaptés aux besoins individuels. L'impact de la dépendance aux drogues s'étend bien au-delà de l'individu qui lutte contre la consommation de substances. Il se propage, affectant les familles, les amis et des communautés entières. Les familles éprouvent souvent une détresse émotionnelle, des difficultés financières et des relations brisées. La société dans son ensemble en supporte le fardeau par l'augmentation des coûts des soins de santé, la réduction de la productivité au travail et les défis pour la sécurité publique. Par conséquent, la dépendance aux drogues n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème de santé publique majeur qui exige notre attention et nos ressources collectives. Y remédier efficacement nécessite une approche globale, impliquant les soins de santé, l'éducation et les systèmes de soutien communautaire. En tant que professionnel de la santé, je vois chaque jour les effets dévastateurs de la dépendance. Il est crucial de fournir un soutien continu et des ressources adaptées. J'ai lutté contre la dépendance pendant des années. Trouver un groupe de soutien et des professionnels compréhensifs a été un tournant dans ma vie. Ces témoignages montrent l'importance d'une approche collective et bienveillante pour lutter contre la dépendance. Les racines complexes de la dépendance, causes et mécanismes cérébraux. Les facteurs biologiques jouent un rôle important dans le développement de la dépendance. Nos gènes, le véritable plan directeur de notre corps, peuvent rendre certains individus plus vulnérables que d'autres. S'il existe des antécédents familiaux de dépendance, par exemple, une personne peut avoir une prédisposition génétique plus élevée. Cela ne signifie pas que la dépendance est inévitable pour eux, mais leur niveau de risque peut être élevé. De plus, certaines caractéristiques cérébrales, présentes dès la naissance ou développées tôt dans la vie, peuvent influencer la façon dont une personne réagit aux drogues. La manière dont leur corps métabolise les substances peut également affecter leur susceptibilité à devenir dépendant. Les facteurs psychologiques contribuent tout autant au risque de dépendance. De nombreuses personnes qui développent des troubles liés à l'usage de substances luttent également contre des problèmes de santé mentale concomitants. Des problèmes tels que la dépression, les troubles anxieux ou le trouble de stress post-traumatique peuvent rendre une personne plus susceptible de se tourner vers les drogues comme forme d'automédication. L'usage de substances peut soulager temporairement les symptômes ou offrir une échappatoire à la douleur émotionnelle. Cependant, ce mécanisme d'adaptation est finalement destructeur. Le stress, une faible estime de soi et des antécédents de traumatisme sont également des facteurs de risque psychologique importants qui peuvent ouvrir la voie à la dépendance. Les influences sociales et environnementales ajoutent une autre couche de complexité.
La pression des pairs, en particulier pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte, peut être une force puissante. Le désir de s'intégrer ou d'être accepté par un groupe social peut conduire à une première expérimentation de drogue. Vivre dans une communauté où les drogues sont facilement accessibles et où leur usage est normalisé augmente également le risque. De plus, des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'opportunités éducatives ou professionnelles et un environnement familial instable peuvent contribuer à la probabilité de consommation de substances et de dépendance. Un réseau de soutien social solide, à l'inverse, peut être un facteur protecteur. Au cœur de la dépendance se trouvent des mécanismes neurochimiques complexes dans le cerveau. Les drogues d'abus interfèrent directement avec le système de récompense naturelle du cerveau. Ce système est conçu pour nous motiver à répéter des comportements essentiels à la survie, comme manger ou socialiser, en libérant de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Les substances addictives détournent ce système. Elles provoquent une libération massive de dopamine, bien supérieure à celle produite par les récompenses naturelles. Cette euphorie intense renforce fortement le comportement de consommation de drogue, apprenant au cerveau à prioriser la drogue par-dessus tout. Avec le temps, le cerveau s'adapte à ces niveaux anormalement élevés de dopamine, ce qui entraîne une tolérance et un sevrage. Identifier la dépendance, substances courantes et signes avant-coureurs. Plusieurs substances sont bien connues pour leur fort potentiel addictif, chacune affectant le cerveau de manière distincte. Les opioïdes, tels que l'héroïne, et les analgésiques sur ordonnance comme l'oxycodone, sont particulièrement réputés pour cela. Ils produisent une euphorie intense et un soulagement de la douleur, mais peuvent rapidement entraîner une dépendance physique. Les stimulants comme la cocaïne et la méthamphétamine créent une puissante sensation d'énergie et de vigilance, mais leur usage peut rapidement devenir compulsif. Même le cannabis, souvent perçu par certains comme moins nocif, peut entraîner une dépendance, en particulier avec les variétés à haute puissance et un usage fréquent. Comprendre les risques spécifiques associés aux différentes substances est crucial, tant pour les usagers que pour les professionnels de santé. Au-delà de ces exemples bien connus, de nombreuses autres substances comportent un risque de dépendance. L'alcool, une substance légale et socialement acceptée, est l'une des causes de dépendance les plus courantes dans le monde. La nicotine, présente dans les produits du tabac, est également très addictive, ce qui fait de l'arrêt du tabac un défi important pour beaucoup. Certains médicaments sur ordonnance, lorsqu'ils sont mal utilisés, peuvent également entraîner une dépendance. Ceux-ci comprennent les benzodiazépines, souvent prescrites pour l'anxiété ou les problèmes de sommeil, et comme mentionné, les analgésiques opioïdes. La frontière entre l'usage thérapeutique et le mésusage peut parfois être mince, soulignant la nécessité d'une surveillance médicale attentive lorsque ces médicaments sont prescrits. Reconnaître les signes de dépendance est une première étape essentielle pour chercher de l'aide. Les signes physiques sont souvent assez apparents. Un indicateur clé est la tolérance, où l'individu a besoin de quantités de plus en plus importantes de la drogue pour obtenir l'effet désiré. Un autre est l'expérience des symptômes de sevrage lorsque la consommation de drogue est arrêtée ou réduite. Ces symptômes varient en fonction de la substance, mais peuvent inclure des nausées, des douleurs musculaires, de l'anxiété, des tremblements, des sueurs et des envies intenses. Ces manifestations physiques démontrent comment le corps s'est adapté à la présence de la drogue et lutte pour fonctionner sans elle. Les signes comportementaux sont également de forts indicateurs d'une dépendance naissante ou établie. Un signal d'alarme important est la perte de contrôle sur la consommation de drogue. La personne peut consommer plus que prévu ou pendant des périodes plus longues. Elle peut se retrouver à négliger des responsabilités importantes au travail, à l'école ou à la maison à cause de sa consommation de substances. Continuer à consommer la drogue malgré les conséquences négatives, comme des problèmes de santé, des problèmes relationnels ou des ennuis judiciaires, est un autre signe révélateur. Beaucoup de temps peut être consacré à obtenir la drogue, à la consommer ou à se remettre de ses effets, mettant progressivement de côté d'autres activités et centres d'intérêt. Le chemin vers le rétablissement. Traitement et défis de santé publique. Le parcours de rétablissement de la dépendance aux drogues commence souvent par la désintoxication, communément appelée sevrage ou gestion du sevrage.
C'est le processus qui consiste à éliminer la drogue du corps en toute sécurité et à gérer les symptômes de sevrage, souvent désagréables et parfois dangereux, qui l'accompagnent. Selon la substance et la gravité de la dépendance, une surveillance médicale est fréquemment nécessaire. Par exemple, le sevrage de l'alcool ou des benzodiazépines peut mettre la vie en danger et nécessite généralement une désintoxication médicalement supervisée. L'objectif principal ici est de stabiliser physiquement l'individu afin qu'il puisse s'engager dans un traitement ultérieur. Après la désintoxication, diverses formes de thérapie jouent un rôle crucial dans le rétablissement à long terme. Les thérapies comportementales sont essentielles pour aider les individus à comprendre les causes profondes de leur dépendance et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, aide les patients à identifier et à modifier les schémas de pensée et les comportements négatifs associés à la consommation de drogue. L'entretien motivationnel est une autre approche efficace qui aide les individus à construire leur propre motivation au changement. La thérapie de groupe et les groupes de soutien, comme les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes, offrent un soutien par les pairs, inestimable, et un sentiment de communauté, réduisant les sentiments d'isolement. Dans de nombreux cas, les médicaments peuvent être un élément important d'un plan de traitement complet, en particulier pour la dépendance à certaines substances comme les opioïdes ou l'alcool. Pour la dépendance aux opioïdes, des médicaments tels que la méthadone, la buprenorphine ou la naltrexone peuvent aider à réduire les envies irrépressibles et à prévenir les rechutes. Ces médicaments agissent soit en imitant les effets des opioïdes de manière contrôlée, soit en bloquant leurs effets, soit en réduisant les sensations agréables. Pour la dépendance à l'alcool, des médicaments comme la naltrexone, la camprosate ou le disulfiram peuvent favoriser l'abstinence. Il est important de comprendre que ces médicaments ne sont pas un remède miracle, mais des outils pour soutenir le rétablissement parallèlement à la thérapie. La dépendance aux drogues représente un formidable défi de santé publique aux conséquences étendues. Selon des rapports mondiaux récents, les troubles liés à l'usage de substances affectent des millions de personnes dans le monde, entraînant une morbidité et une mortalité importantes. Le fardeau économique est également considérable, englobant les dépenses de santé, la perte de productivité et les coûts liés à la criminalité et à l'application de la loi. Des programmes de prévention efficaces, en particulier ceux ciblant les jeunes, sont essentiels. Garantir l'accès à un traitement abordable et fondé sur des preuves est tout aussi crucial. De plus, réduire la stigmatisation associée à la dépendance est primordial, car elle empêche souvent les individus de rechercher l'aide dont ils ont désespérément besoin et qu'ils méritent. L'alcool, ami ou ennemi, comprendre les bases. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler. On va aborder un sujet qui est souvent présent dans nos vies, dans nos fêtes. Je parle de l'alcool, bien sûr. Pour beaucoup, c'est synonyme de convivialité, un verre entre amis, un petit coup pour se détendre. Mais derrière cette image familière, des questions se posent. L'alcool est-il toujours un compagnon inoffensif ? Explorons ça ensemble, avec clarté. L'alcool, ou éthanol, c'est une substance psychoactive. Ça veut dire qu'il agit sur le cerveau. Il modifie nos perceptions, notre humeur. Ses effets se font sentir rapidement, vous voyez. Une sensation de détente, peut-être d'euphorie. C'est ce que beaucoup de gens recherchent. Pourtant, cet effet initial peut être trompeur. C'est important de savoir comment ça marche vraiment, et ce qui se passe quand la consommation augmente. Savoir, c'est le premier pas vers la prévention. Le voyage de l'alcool dans le corps est rapide. Une fois bu, il passe dans le sang. Ensuite, il voyage vers tous nos organes. Le foie travaille dur pour le traiter, mais il ne peut en traiter qu'une certaine quantité par heure. Dépasser cette limite, et les ennuis peuvent commencer. La concentration d'alcool dans le sang augmente. C'est ce qu'on appelle le taux d'alcoolémie. Ça influence directement notre état. Comprendre ça aide à saisir les risques. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'une consommation modérée, responsable ? Quand est-ce que la consommation devient problématique ? Ce sont des distinctions cruciales à faire. Il ne s'agit pas de diaboliser l'alcool complètement, mais de comprendre son pouvoir. Son potentiel à passer du plaisir au péril. Cette prise de conscience est essentielle pour tout le monde. Pour notre santé et celle de notre entourage. Continuons cette discussion importante.
Maintenant, regardons de plus près le cerveau. Notre cerveau est un organe incroyablement complexe. Il contrôle tout ce qu'on fait, pense et ressent. L'alcool perturbe directement ses fonctions. Il perturbe la communication entre les cellules nerveuses. Ces cellules, on les appelle les neurones, vous savez? Cette perturbation explique les effets de l'alcool. La détente initiale, puis la perte de coordination. Même les changements dans notre jugement. C'est un équilibre délicat qui est chamboulé. L'alcool affecte particulièrement les neurotransmetteurs. Ce sont des messagers chimiques dans le cerveau. Imaginez-les comme des petits facteurs. La dopamine, par exemple, est impliquée dans le plaisir. L'alcool stimule sa libération, créant une sensation agréable. Ça renforce l'envie de boire plus. Mais c'est un piège, un leurre. Le GABA est un autre neurotransmetteur touché. Normalement, il calme l'activité du cerveau. L'alcool augmente l'effet du GABA, ce qui mène à la sédation. Avec une exposition répétée à l'alcool, le cerveau s'adapte. Il essaie de contrer la présence constante de l'alcool. C'est là que la tolérance se développe. Vous voyez, il faut plus d'alcool pour obtenir le même effet. Le cerveau réduit sa propre sensibilité au GABA. Il peut produire moins de dopamine naturellement. Ça veut dire que le cerveau commence à dépendre de l'alcool. Il en a besoin juste pour se sentir normal. C'est une étape clé vers l'addiction. Un chemin dangereux est en train de se tracer. Et puis, il y a le manque. Quand l'alcool est supprimé, le cerveau surréagit. Il est habitué à l'effet calmant de l'alcool. Sans lui, l'activité cérébrale peut s'emballer. Ça provoque de l'anxiété, des tremblements et même des crises convulsives. C'est un signe clair de dépendance physique. Le cerveau envoie un signal de détresse. Il réclame à corps et à cri la substance à laquelle il est habitué. Cette liaison dangereuse s'est installée. Comprendre ça, c'est vital pour l'empathie. Alors, quand est-ce que boire dépasse les bornes? Quand est-ce que ça devient plus qu'une simple habitude? On parle du trouble de l'usage d'alcool. C'est le terme médical pour l'alcoolisme. C'est une maladie chronique du cerveau reconnue. Ce n'est pas une faiblesse, ni une défaillance morale. Ça, c'est très important à comprendre. Ça implique une recherche et une consommation compulsive d'alcool. Malgré les conséquences négatives, la personne continue. C'est le cœur du trouble. Plusieurs critères aident à diagnostiquer cette pathologie. L'un d'eux, c'est un désir persistant de réduire sa consommation, ou des efforts infructueux pour contrôler sa consommation d'alcool. Beaucoup de temps passé à se procurer de l'alcool, à en consommer, ou à récupérer de ses effets aussi. Les cravings, ces envies irrépressibles de boire, sont fréquents. Ce sont des pulsions puissantes, souvent écrasantes. La personne peut négliger ses responsabilités, au travail, à l'école ou dans sa vie familiale. Ce sont des signaux d'alarme sérieux. Continuer à boire malgré des problèmes sociaux ou des problèmes relationnels causés par l'alcool. C'est un autre indicateur important, ça. Abandonner des activités importantes pour boire. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs. Consommer de l'alcool dans des situations physiquement dangereuses, comme conduire une voiture ou utiliser des machines. Et, comme on l'a dit, la tolérance s'installe. Des symptômes de manque apparaissent si on arrête de boire. Tout ça fait partie du diagnostic. C'est un spectre, ce trouble. Ça peut aller de léger à sévère. Ça dépend du nombre de critères remplis. Mais même un trouble léger mérite qu'on s'y intéresse. Une intervention précoce peut empêcher que ça s'aggrave. C'est crucial de chercher de l'aide si vous êtes inquiet. Pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez. Reconnaître les signes, c'est le premier pas. Ça ouvre la porte pour trouver des solutions. Et pour commencer le chemin vers la guérison. GAP 2S. L'alcool n'affecte pas que le cerveau. Son passage dans le corps laisse des traces. Une forte consommation chronique, c'est une agression majeure. Ça met en danger beaucoup de nos organes vitaux. Commençons par le foie, notre filtre principal. Il travaille sans relâche pour traiter l'alcool. Mais il peut être débordé, vous comprenez. Ça peut mener à des maladies graves du foie. D'abord la stéatose hépatique, qu'on appelle aussi foie gras, puis l'hépatite alcoolique. Et finalement, la cirrhose, qui est une cicatrisation du foie. La cirrhose, c'est une pathologie très grave.
Le tissu du foie est abîmé et remplacé par du tissu cicatriciel. Ce tissu cicatriciel ne peut pas assurer les fonctions du foie. Le foie ne peut plus détoxifier correctement le sang. Il ne peut plus produire non plus les protéines essentielles. Les complications de la cirrhose peuvent être mortelles, comme l'insuffisance hépatique ou le cancer du foie. Le pancréas est aussi très vulnérable. L'alcool peut causer une pancréatite, c'est une inflammation du pancréas. C'est extrêmement douloureux et dangereux. Le système cardiovasculaire souffre aussi. Une forte consommation d'alcool peut endommager le muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie alcoolique. Le cœur grossit et s'affaiblit. Il ne peut plus pomper le sang efficacement. L'hypertension artérielle est un autre problème fréquent et un risque accru d'AVC, c'est-à-dire d'accident vasculaire cérébral, même des battements de cœur irréguliers ou arythmies. Ce ne sont pas des petits soucis, vous voyez. Ce sont des pathologies qui peuvent mettre la vie en danger. Et ce n'est pas tout, malheureusement. L'alcool peut affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus sensible aux infections. Il peut causer des problèmes au niveau du système digestif, de la gastrite aux ulcères et aux saignements. Il peut contribuer à certains types de cancers. Les cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage et du foie. Les carences nutritionnelles sont aussi fréquentes, parce que l'alcool perturbe l'absorption des nutriments. Le corps est véritablement assiégé. 5e partie. Au-delà du physique, l'impact de l'alcool sur la santé mentale et la vie sociale. Les dégâts de l'alcool ne sont pas seulement physiques. Son impact sur la santé mentale est profond. Beaucoup de gens boivent pour gérer le stress ou pour soulager l'anxiété ou la dépression. C'est une idée reçue fréquente, malheureusement. Au début, l'alcool peut sembler aider. Il peut anesthésier temporairement les sentiments difficiles, mais à long terme, il les aggrave souvent. Ça peut créer un cercle vicieux. Boire pour se sentir mieux, puis se sentir encore plus mal. L'alcool est un dépresseur, souvenez-vous-en. Il peut déclencher ou aggraver une dépression. Des sentiments de tristesse, de désespoir. Les troubles anxieux sont aussi étroitement liés. Les crises d'angoisse peuvent devenir plus fréquentes ou plus intenses avec une forte consommation d'alcool. Les problèmes de sommeil sont aussi très courants. L'alcool perturbe les cycles normaux du sommeil, entraînant fatigue et irritabilité, ce qui affecte encore plus le bien-être mental. Socialement, les conséquences peuvent être dévastatrices. Les relations avec la famille et les amis en souffrent. La confiance peut être brisée à cause de promesses non tenues. Les disputes deviennent plus fréquentes, les tensions montent. La personne peut s'isoler de ses proches ou son comportement peut éloigner les autres. L'isolement est un résultat courant et douloureux. Cet isolement peut ensuite alimenter davantage la consommation d'alcool. C'est une situation de grande solitude. Briser ce cycle est crucial. Les performances au travail ou à l'école diminuent souvent. La concentration devient difficile, la motivation baisse. Les absences peuvent augmenter, la productivité chute. Ça peut mener à la perte d'emploi ou à l'échec scolaire. Des problèmes financiers peuvent aussi s'accumuler à cause du coût de l'alcool lui-même et peut-être à cause du chômage. Des ennuis judiciaires peuvent aussi survenir, comme des arrestations pour conduite en état d'ivresse. Les répercussions sont vastes. Sixième partie. Le premier pas vers la liberté. Comprendre le sevrage alcoolique. Quand une personne physiquement dépendante arrête de boire ou réduit considérablement sa consommation, son corps réagit fortement, comme on l'a vu. C'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage alcoolique. C'est une phase critique et souvent dangereuse. Elle nécessite une prise en charge médicale attentive. Les symptômes commencent généralement en quelques heures, typiquement entre 6 et 24 heures après le dernier verre. Ils peuvent aller de légers à sévères et peuvent être très effrayants pour la personne. Les symptômes légers incluent l'anxiété et les tremblements. Maux de tête, nausées et vomissements sont courants. L'insomnie est aussi une plainte fréquente. La personne peut transpirer abondamment. Son cœur peut s'emballer et des palpitations peuvent survenir.
Ces symptômes peuvent être très inconfortables. Mais pour certains, le sevrage est bien plus grave. Il peut devenir une urgence médicale. C'est pourquoi un sevrage fait seul, sans aide médicale, peut être risqué. Une aide professionnelle est fortement conseillée. Un sevrage sévère peut impliquer des hallucinations. La personne peut voir ou entendre des choses qui ne sont pas réellement là. L'agitation et la confusion peuvent être intenses. Une complication plus dangereuse, ce sont les crises convulsives. On les appelle parfois convulsions alcooliques. Elles peuvent survenir sans prévenir et entraîner des blessures si elles ne sont pas prises en charge. C'est un signe de détresse neurologique sévère. Le cerveau est dans un état d'hyperexcitation. La forme la plus sévère est le délirium tremens, ou DT. Ça survient généralement 2 à 3 jours après l'arrêt de l'alcool. Il se caractérise par une confusion profonde, un rythme cardiaque rapide, une tension artérielle élevée, de la fièvre et des hallucinations et délires très vifs. Le délirium tremens met la vie en danger. Il nécessite une hospitalisation immédiate et des soins médicaux intensifs pour être géré. Comprendre ces risques est primordial. Un sevrage en toute sécurité est le premier pas vers le rétablissement. 7e partie. Des alliés médicaux. Les médicaments pour soutenir le rétablissement de l'alcool. Heureusement, nous avons des outils médicaux. Les médicaments peuvent jouer un rôle essentiel. Ils peuvent aider à gérer les symptômes de sevrage et à soutenir l'abstinence à long terme, ou aider à réduire une forte consommation. Parlons de certains de ces alliés. Pendant le sevrage, on utilise souvent des benzodiazépines, des médicaments comme le diazépam ou le lorazépam. Ils aident à calmer le système nerveux surexcité, prévenant les crises convulsives et réduisant l'anxiété. Ces médicaments sont administrés sous surveillance, généralement à l'hôpital ou dans un centre de désintoxication. La dose est diminuée progressivement sur plusieurs jours, à mesure que les symptômes de sevrage s'atténuent. Ça rend le processus beaucoup plus sûr et nettement plus confortable pour le patient. D'autres médicaments peuvent aussi être utilisés pour gérer les nausées ou la tension artérielle. L'objectif est une désintoxication sûre et stable. Ça prépare la personne pour la suite du traitement. Pour le rétablissement à long terme, d'autres médicaments existent. La naltrexone est l'un d'eux. Elle agit en bloquant les récepteurs opioïdes. Ces récepteurs sont impliqués dans les effets gratifiants de l'alcool. Donc, la naltrexone réduit les envies d'alcool et le plaisir ressenti si l'alcool est consommé. Elle aide à briser le cycle de renforcement positif. Elle est disponible sous forme de comprimés ou d'injections, généralement bien tolérée, avec peu d'effets secondaires. Mais elle ne convient pas à tout le monde. La camprosate est une autre option pour maintenir l'abstinence. Il aide à rétablir l'équilibre chimique du cerveau, en particulier les systèmes GABA et glutamate. Ceux-ci sont perturbés par la consommation chronique d'alcool. La camprosate peut réduire les symptômes de sevrage prolongé, comme le mal-être, l'anxiété et l'insomnie. Ça facilite le maintien de la sobriété. Le disulfiram est un médicament plus ancien. Il provoque une réaction désagréable si de l'alcool est consommé. Nausées, vomissements, rougeur, c'est un moyen de dissuasion. Il exige une forte motivation de la part du patient. GAP 2S, Zima. 9e partie, un défi collectif. Soutenir le rétablissement et briser les stigmas. Comprendre le trouble de l'usage d'alcool. Ce n'est pas seulement l'affaire des professionnels de santé, c'est une responsabilité pour nous tous. En tant que société, nous devons être informés. Nous devons être compatissants et solidaires. La stigmatisation reste un énorme obstacle à l'aide. Beaucoup de gens souffrent en silence, par peur du jugement, de la honte ou de la discrimination. Ça les empêche de chercher un traitement. Nous devons œuvrer pour briser ces stigmas. Le trouble de l'usage d'alcool est une maladie. Ce n'est pas un choix, ni un signe de faiblesse. Les personnes qui luttent méritent des soins et du respect, comme n'importe qui souffrant d'une autre pathologie. Nos mots comptent, nos attitudes comptent. Utiliser un langage respectueux est important. Éviter les tons accusateurs ou moralisateurs. S'éduquer et éduquer les autres est essentiel pour favoriser un environnement plus compréhensif où les gens se sentent en sécurité pour demander de l'aide. Si vous êtes inquiet pour votre consommation d'alcool ou celle de quelqu'un d'autre, sachez ceci.
De l'aide existe et le rétablissement est possible. Parlez-en à votre médecin traitant. Ils peuvent vous conseiller et vous orienter. Des services spécialisés en addictologie existent, avec des professionnels formés prêts à aider, des conseillers, des thérapeutes et des travailleurs sociaux. Il existe de nombreux chemins vers le rétablissement. Le parcours est unique pour chaque personne. Alors, soyons des agents de changement. Favorisons des conversations ouvertes sur l'alcool, dans nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Soutenons la recherche et les traitements efficaces, et plaidons pour des politiques qui réduisent les risques. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons aider les individus à trouver la guérison et à construire des communautés plus saines pour tous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et les uns des autres. Définir les chaînes invisibles. Qu'est-ce que l'addiction à l'alcool? L'addiction à l'alcool, c'est un sujet délicat. Ce n'est pas simplement un mauvais choix. Les gens s'y sentent souvent complètement piégés. Elle peut s'installer doucement, toucher n'importe qui. Alors, c'est quoi exactement la dépendance à l'alcool? Ça veut dire que votre corps commence à avoir besoin d'alcool. Sans alcool, on peut se sentir vraiment mal. Cette sensation difficile, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Ça peut entraîner des symptômes physiques, comme des tremblements. La dépendance est une force très puissante, qui contrôle. Ça peut commencer par boire un verre en soirée, normalement. Puis un verre en entraîne d'autres, petit à petit. Les raisons pour lesquelles on boit commencent aussi à changer. Ça devient un besoin pressant, plus une simple envie. Et c'est crucial de le dire, l'addiction à l'alcool est une maladie reconnue. Ce n'est pas un signe de faiblesse morale. Le reconnaître, c'est déjà le tout premier pas. Les murmures et les dégâts, déclencheurs et impacts sur la santé. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre un verre d'alcool? Ces raisons, on les appelle souvent des déclencheurs. Le stress est un déclencheur très courant. Des problèmes au travail, des soucis à la maison, ça peut suffire. Les événements sociaux peuvent aussi être piégeux. Se sentir triste, seul ou s'ennuyer, c'est un autre déclencheur. L'alcool apparaît alors souvent comme une solution facile. Quand l'alcool entre dans le corps, les effets se font vite sentir. Au début, on peut se sentir temporairement détendu, ou peut-être plus confiant, plus extraverti. Mais ces effets agréables sont de très courte durée. Le jugement peut très vite s'altérer. La coordination physique peut aussi pas mal en prendre un coup. Trop d'alcool mène à des problèmes plus graves et immédiats. Sur le long terme, l'alcool cause de sérieux dégâts. Le foie travaille énormément pour éliminer l'alcool. Des maladies graves comme la stéatose hépatique, ce qu'on appelle parfois la maladie du foie gras, ou la cirrhose peuvent apparaître. Rompre ce lien destructeur est très important pour guérir. Trouver le chemin de la liberté. Étape pratique vers la sobriété. Surmonter une addiction à l'alcool, c'est difficile. Mais c'est tout à fait possible d'atteindre la sobriété. Beaucoup de personnes courageuses y sont parvenues. Ce chemin demande beaucoup de courage et un soutien solide. Ça commence par une décision personnelle de changer. Chercher de l'aide, c'est un signe de vraie force. Parlez de votre consommation d'alcool à un médecin de confiance. Il pourra vous offrir des conseils médicaux utiles et du soutien. Les thérapeutes peuvent vous aider à mieux comprendre votre addiction. Ils enseignent des stratégies pour faire face aux moments difficiles. Les groupes de soutien offrent une aide unique en son genre. Des groupes comme les Alcooliques Anonymes, AA, sont bien connus. Dans ces groupes, les gens partagent leurs expériences ouvertement. Ils y trouvent une compréhension profonde de la part des autres membres. Trouver de nouveaux loisirs sains peut combler le vide. Faire de l'exercice régulièrement, c'est excellent pour le corps et l'esprit. Mettre en place de nouvelles routines positives est absolument essentiel. Section 4. Histoire de l'autre rive. Voix authentique du rétablissement. Les témoignages personnels peuvent nous montrer ce qui est possible. Ils donnent un visage humain au parcours de rétablissement. On peut apprendre énormément des expériences des autres.
Chaque histoire est unique et profondément personnelle, mais elle partage souvent des thèmes communs, des thèmes de lutte intense, d'espoir tenace et de transformation. Regardons quelques brefs exemples. Ces histoires peuvent tous nous inspirer, je pense. Gap 2S. J'ai connu une femme, appelons-la Sarah. Sarah utilisait l'alcool pour gérer sa timidité. Les événements sociaux la rendaient toujours très anxieuse. Un verre ou deux semblait l'aider à se détendre. Mais très vite, elle a eu besoin de plus en plus. Puis, elle a trouvé un thérapeute bienveillant et compréhensif. L'art-thérapie l'a aussi aidé à exprimer des émotions difficiles. Aujourd'hui, Sarah profite de sa vie sociale, complètement sans alcool. Et puis, il y avait une autre personne, Michael, un architecte à succès. En apparence, il avait tout pour lui. Cela fait maintenant plus de 5 ans qu'il est sobre. Section 5. Un horizon plus lumineux. Accueillir un avenir sans alcool. Le rétablissement de l'addiction à l'alcool, ce n'est pas une ligne droite. C'est souvent plutôt un chemin sinueux. Il y aura presque certainement des bons jours. Il y aura aussi probablement des mauvais jours. Il peut y avoir des rechutes occasionnelles en cours de route. C'est une partie tout à fait normale du processus. La clé, c'est simplement de continuer à avancer, d'apprendre de chaque défi rencontré et de ne jamais baisser les bras. La sobriété apporte avec elle de nombreux changements positifs. La santé physique d'une personne s'améliore souvent de façon spectaculaire. On a tendance à beaucoup mieux dormir qu'avant. On a généralement bien plus d'énergie chaque jour. Les relations avec la famille et les amis peuvent guérir. La clarté mentale revient souvent, et c'est une sensation merveilleuse. L'estime de soi se renforce avec chaque jour de sobriété atteint. La vie peut sembler beaucoup plus riche et bien plus pleine. Un avenir sans alcool est vraiment possible. Alors, allez-y, accueillez-le.